Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une update lecture, ça commence bien, dédiée à mes lectures graphiques, plus ou moins sur le premier trimestre. Je dis à peu près parce que j'ai pas regardé les dates, en tout cas c'est les derniers graphiques que j'ai lus depuis le dernier update graphique. Voilà, donc je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 séries différentes, on va dire, puisque j'ai lu plusieurs tomes de certaines séries que donc j'ai choisi de regrouper. On va démarrer donc comme d'hab, il y a de la bande dessinée, du comics et du manga. Voilà, donc comme ça vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Je me suis d'abord lu une trilogie de bandes dessinées que j'avais à la maison depuis un petit moment. Je me suis lu la trilogie Porcelaine, donc avec son tome 1, donc c'est de Benjamin Reed Chris Whitgoose. Donc le tome 1 c'est Gamine. Moi je les avais eus chez France Loisirs. Et à la base, vous pouvez les trouver chez qui? Chez Delcourt. Donc le tome 1, c'est Gamine. Le tome 2, c'est Femme, le vert. Et le dernier, le tome 3, c'est Mère. Voilà, tout simplement. Donc on va suivre l'évolution de la jeune femme que vous avez ici. On est dans un monde... alors, effectivement, un peu similaire au nôtre, je dirais dans une Angleterre un petit peu victorienne, où on va faire la rencontre d'une petite fille, voilà, que vous avez ici, qui s'appelle Gamine. Elle va, on est dans un monde d'hiver, un monde de froid, et pour essayer, eh bien, de manger, tout simplement, comme on peut le voir ici, elle va rentrer chez un homme, qui est l'homme qu'on a ici, et puis il va se passer quelque chose, et il s'avère qu'elle ne va jamais pouvoir ressortir. On va se retrouver dans une histoire, oui, comme c'est écrit derrière, c'est un petit peu un espèce de petit conte de fées gothique, puisqu'il y a une relation qui va s'installer entre ces deux personnages, et puis un mystère, puisque cet homme n'est pas sorti de cette maison depuis très longtemps. Donc il y a un mystère qui tourne autour de ça, et puis voilà, ce tome 1 est un peu en huis clos, uniquement entre ces deux personnages. C'est un tome 1 que j'ai trouvé introductif, et puis en même temps... qui va très vite. Alors les planches, moi j'aime beaucoup le style graphique, c'est pour ça que j'avais acheté cette bande dessinée. Les dessins sont vraiment très beaux. Voilà, il y a un mystère qui tourne autour de ce vieil homme, on va dire. Mais malheureusement, l'histoire qui est intéressante en soi, je trouve qu'elle va trop vite à mon goût. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, de vraiment bien prendre la mesure de ce qui se passe dans cette histoire. Il y a des facilités, il y a quelque chose que j'avais deviné. Bon, ça en soi... c'est pas dramatique non plus, mais voilà, on a une histoire complète ici. Vous n'êtes pas obligé de lire la suite, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Mais on sent que ça manque quand même d'informations sur le contexte global de cet univers. On n'a pas assez d'informations à mon goût. Et puis, il y a quelques planches assez gore qui peuvent peut-être choquer les personnes les plus sensibles des choses. Il y a un sujet également un petit peu étrange qui va être évoqué. Donc voilà, ça peut effectivement un petit peu heurter. Donc un tome 1 sympathique, mais trop introductif à mon goût et qui va un petit peu trop vite, ce qui fait que moi je trouve que c'est un titre... auquel j'ai pas forcément réussi à m'attacher. Ensuite, comme vous vous en doutez, j'ai enchaîné avec le tome 2. Enfin, enchaîné, je crois que j'ai lu le week-end suivant, je crois. J'ai lu celui-ci, qui est donc Femme, qui est un petit peu plus gros que le tome 1. Donc, ici, on est sur des sujets un petit peu plus matures, puisque notre gamine, elle a grandi, et puis forcément... voilà, il s'est passé un certain nombre de choses depuis la fin du tome 1. Elle a pris quelques responsabilités. Donc, on a quelques sujets qui sont un petit peu différents du tome 1. On a des personnages qui sont peut-être un petit peu plus attachants. Les auteurs, ils prennent peut-être davantage le temps. Ou alors, c'est nous, en tant que lecteurs, on a lu le tome 1. Donc, on est peut-être un petit peu plus attachés à certains personnages. Voilà, les planches sont à nouveau très belles. Il y a notamment certaines doubles planches que je trouve, voilà, par exemple, voilà, que je trouve extrêmement réussies. Là, vous voyez, il y a notamment un jeu sur le découpage, sur le bas de la page. On a des planches qui sont vraiment très jolies. On a des thématiques intéressantes. À nouveau, attention, on a un sujet qui peut heurter parfois. On a des planches à nouveau très gore. Ça va un petit peu vite à nouveau sur certaines choses, mais c'est un tome 2 que j'ai préféré au tome 1. On avance dans l'histoire, on a un petit peu plus d'informations sur le contexte global de l'histoire. Voilà, donc un tome qui m'a
je n'irai pas jusqu'à dire convaincu, mais qui m'a davantage plu que le premier. Et puis le dernier tome, qui est donc Mère. On est à nouveau quelques années après la fin des événements du tome 2. On a des planches qui sont toujours aussi belles, aussi superbes. Aussi, oui, tout à fait superbe. À nouveau, je regrette, à nouveau, il y a des choses qui vont trop vite. Je pense que les auteurs, ils prennent à nouveau pas assez le temps, à mon goût, de développer, de prendre le temps d'expliquer les choses. On a à nouveau des thématiques un petit peu différentes des deux premiers, puisque là, on va être sur un questionnement finalement assez classique sur les conséquences des choix que l'on a pu faire à un moment dans notre vie. Voilà. Globalement, mon avis sur cette trilogie, il est assez partagé. C'est-à-dire que je trouve que le dessin et puis les sujets abordés et même la thématique et l'univers dans lequel on est sont plutôt originales. Mais quand je prends un peu de recul par rapport à ces 3 tomes, cette lecture, je l'ai vécue de manière très froide. Finalement, je ne me suis pas attachée aux personnages, notamment à Gamine, et puis à tout ce qui peut lui arriver, et également à ce qui arrive à d'autres personnages autour de l'histoire. Je regrette également que l'univers proposé soit pas assez détaillé, assez étoffé, pardon. On évoque une guerre à plusieurs reprises dans cette histoire, mais une guerre de quel contexte, contre qui, pourquoi, quels sont les objectifs, on ne les connaîtra pas forcément. Je trouve que globalement, ça manque d'explications, alors notamment par rapport à ces espèces de personnages que l'on a ici. On est un peu sur le fameux syndrome qui m'agace parfois un peu, c'est le fameux ta gueule, c'est magique. On est un peu sur ça, je trouve. On reste en surface, on nous pose les choses, mais on ne nous explique pas. Et voilà, la fin... Je trouve que la fin apporte quelque chose et est plutôt intéressante. Elle est aussi un peu courageuse. Voilà, donc vous avez compris. Globalement, je pense que si vous avez la possibilité de la découvrir, notamment en bibliothèque, ça peut valoir le coup. Après, est-ce que je vous conseille d'aller investir sur 3 titres neufs? Moi, ceux-ci, je les avais payés 13,40 € chez France Loisirs. Je sais pas combien ils coûtent en neuf, j'ai pas regardé. Honnêtement, moi, je n'irai pas jusqu'à vous dire de vous précipiter dessus en neuf. Voilà. Par contre, si vous avez l'occasion de le découvrir en occasion ou prêté par d'autres personnes, voilà, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Mais moi, je suis restée quand même un petit peu sur ma faim par rapport à cette histoire. J'aime toujours beaucoup le dessin, mais ça ne sauve pas tout. Ensuite, on va passer sur autre chose, on va passer sur du manga, puisque j'ai continué ma lecture commune avec Dorian, de City Hunter alias Nicky Larson. Nous avons eu 2 tomes récemment, donc le tome 7 et le tome 8, on est sur des tomes doubles. Alors clairement, c'est toujours aussi cool à lire pour quelqu'un comme moi qui est grandi avec Nicky Larson. Dans ce tome-ci, le tome 7, on a 4 histoires. On en a une qui va revenir sur le lien qui existe entre Ryo et Kaori, donc entre Nicky et Laura en français. Une qui va développer davantage une histoire autour d'un personnage secondaire. On a une histoire ultra classique, une jeune femme vient solliciter Nicky pour un problème, voilà, il va faire l'imbécile à de nombreuses reprises et puis finalement la jeune femme, elle va se rendre compte que derrière ce côté complètement idiot, il se cache quelqu'un d'assez formidable. Et puis une dernière histoire qui tourne autour de l'univers de la danse, une histoire qui est extrêmement axée sur l'humour. Comme d'hab, je trouve qu'on a des planches qui sont absolument magnifiques. Alors, notamment quand Nicky devient sérieux. Voilà, je trouve qu'à ce moment-là, on a vraiment des planches magnifiques. On a des pleines pages qui sont vraiment très belles. Donc vraiment, les planches sont top. Et sur un schéma qui est finalement assez classique et assez récurrent. Voilà, Nicky est sollicité par une jeune femme pour être son garde du corps. Laura s'y oppose finalement. Par un concours de circonstances, il va quand même se retrouver à devoir s'occuper de cette jeune femme et puis il va l'aider à grandir, à évoluer dans son histoire à elle. Derrière tout un tas d'imbécilités et d'idioties, mais à côté de ce schéma qui finalement pourrait être lassant, l'auteur, je trouve qu'il arrive toujours à se renouveler, soit en parlant sur des personnages secondaires, des univers différents, ou des histoires qui tournent autour donc soit de Ryo, soit de Kaori. C'est assez fort en fait, hein, parce que là on est quand même au tome 7, donc en gros au tome 14. Et voilà, on n'a pas forcément de lassitude. Pour moi, cette lecture, c'est un peu une Madeleine de Proust, car l'animé que j'ai vu à de multiples reprises, est-ce que je l'avais même vu en totalité en VO? Je ne sais plus, mais en tout cas, en français, je l'ai vu à de nombreuses reprises.
Moi, c'est un animé avec lequel j'ai grandi. Et puis, mon conjoint l'a aussi beaucoup regardé il y a quelques années lors des multiples rediffusions diverses et variées. C'est vrai que c'est un animé, quand on tombe dessus, on a tendance à y rester. Et je connais l'animé, j'irai pas jusqu'à dire par cœur, mais en tout cas très très bien. Et forcément, il y a quand même beaucoup d'histoires qui sont extrêmement fidèles. Et forcément, voilà, quand je les revois dans le manga, j'ai pas forcément beaucoup de surprises. Mais le dessin est sublime et je passe vraiment un excellent moment. Ce tome 8, pour moi, il est un tout petit peu en dessous du tome 7. J'ai préféré le tome 7, clairement. Ici, on a 2 histoires à nouveau ultra classiques, hein, comme selon le schéma dont je vous ai parlé juste avant. Et on a 3 histoires qui nous font travailler autour d'un personnage secondaire et que je trouve plutôt cool. Toujours pareil, hein. Le dessin, mon Dieu, le dessin. Voilà, moi je suis vraiment ultra fan de son style graphique. On a des planches qui sont d'une beauté, qui sont vraiment dans le détail, sublime. Voilà, on a des planches que je trouve extrêmement réussies. Et puis je trouve aussi que Hojo, il a... alors j'en ai pas là, forcément j'aurais dû mettre un petit post-it pour la retrouver. Je trouve qu'il a également une qualité dingue pour les planches de nuit où les personnages regardent la ville de Tokyo de nuit ou le quartier de Shinjuku de nuit. Je trouve que notamment par rapport à ça, il a un talent dingue. On sent vraiment l'ambiance autour de cette ville et puis l'amour que peut avoir Nikki aussi pour elle malgré toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Et je trouve que sur les planches notamment qui montrent la ville la nuit, il a un vrai talent de dingue. Donc voilà, tout ce que j'ai dit pour le tome 7, c'est valable pour cette lecture du tome 8. Voilà, je n'en parlerai pas plus. Par contre, ce que je vous conseille, si vous souhaitez vous lancer dans City Hunter, c'est de faire comme on fait avec Dorian, c'est de pas forcément les enchaîner parce que vous risquez, je pense, sinon, peut-être, probablement, de vous lasser autour du schéma qui peut être un peu, comme je dis, un peu répétitif par moment. Nous, on en lit... un tome peut-être tous les 2 mois, enfin ça dépend des lectures communes qu'on a de prévues, des graphiques qu'on veut lire. Mais le rythme qu'on a, il est plutôt cool puisque là, on va lire le tome 9 en juin. Ouais, c'est ça, en juin. Et puis, on lira le tome 10 probablement vers octobre, vous voyez. Donc, voilà, ça permet quand même d'espacer et de pas, je pense, avoir un sentiment de lassitude qui pourrait être présent. Voilà, sachant, comme je disais, moi, je connais quand même très bien l'animé et le manga. Enfin, l'animé est extrêmement fidèle au manga, notamment par rapport au déroulé des histoires. Bref, mais moi, c'est une Madeleine de Proust. J'adore City Hunter, Nicky Larson. Et ben voilà, je suis toujours ravie de retourner dans cette lecture. Ensuite, je vais vous parler d'un comics que j'ai lu aussi en lecture commune avec Dorian qui a été... Je pense que le tome 1 était un coup de cœur, clairement, mais je pense que le reste de la série, tout au long, ça sera une série chouchoute. J'ai adoré le tome 1, mais vraiment adoré. C'est un comics ultra connu, ultra classique, ultra aimé par beaucoup de monde. Donc, vous savez, c'est toujours pareil quand on découvre un titre que tout le monde a aimé, on a très peur. Et avec Dorian, on a démarré la lecture de Fable dans la collection Urban Nomad. Donc, c'est de Bill Willingham et Mark Buckingham. Et j'ai absolument adoré ces 2 tomes. Le tome 1 est clairement un coup de cœur. C'était trop bien. Ici, on est, comme son nom l'indique, Fable. On est à New York, à l'époque moderne, où on se rend compte que tous les personnages des fables, des contes, des légendes que l'on connaît, ils se sont installés comme ça dans un petit univers à New York. Et il faut surtout pas que les humains sachent qu'ils existent hein, et qu'ils ont réussi à passer le mur et à arriver dans notre monde à nous. En parallèle, on découvre qu'ils se sont fait chasser du monde des fables par un grand méchant, on va dire, qui les a tous éjectés pour pouvoir devenir le maître de ce monde des fables. Et puis eux, voilà, ils essaient de vivre dans notre monde à nous avec tout un tas d'histoires, puisque, ils ont pour certains des pouvoirs. Et puis, j'ai adoré la manière dont les auteurs, ils arrivent à
intégrer tous ces personnages, alors les personnages de contes, des contes classiques mais également plus modernes. On va retrouver Blanche-Neige, on va retrouver Cendrillon, La Belle de La Belle et la Bête également. On va retrouver Pinocchio, on va retrouver Jack de Jack et le haricot magique, on va retrouver les 7 nains, mais on va également retrouver dans d'autres tomes un peu plus lointains, Aladdin notamment. Et puis on a également un loup-garou qui est présent. On a des personnages de contes de fées, donc on a les ours qu'on a dans Boucle d'Or, je crois que c'est Boucle d'Or, le personnage qui se perd. On a Hansel et Gretel, enfin voilà, on a quand même un tas, Baba Yaga également. Voilà, on a vraiment énormément de personnages, de légendes, de mythes, de contes de fées qui sont là, qui sont présents. Et on a Prince Charmant, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on a notamment certains personnages qui sont similaires à ce qu'ils sont dans les contes. Et puis certains pas du tout. Certains sont complètement à l'opposé. Mention spéciale à Pinocchio, qui est un personnage que j'adore. C'est vraiment un personnage atypique. Je l'adore. Les auteurs, ils arrivent à nous créer une histoire comme ça. Donc on a à la fois des histoires qui sont liées à ce grand méchant qui essaie donc forcément d'envahir un peu tout l'univers des fables. Et puis on a parallèlement à ça des histoires un petit peu indépendantes qui mettent à l'honneur certains personnages plus spécifiquement. On va notamment avoir une histoire dédiée intégralement à la ferme des animaux, voilà, parce que la ferme des animaux, on va rencontrer Mowgli également, on a des animaux qui parlent, le petit chaperon rouge, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin voilà, on a vraiment une pléthore de personnages avec des planches. Moi je suis assez, pareil, assez bluffée par les planches. On a parfois, comme il y a certains dessinateurs qui sont pas toujours les mêmes d'une histoire à l'autre, du coup, on va avoir des différences dans les styles graphiques aussi, mais c'est absolument pas gênant. Absolument pas gênant du tout, du tout. Et ouais, franchement, je suis complètement fan de l'ambiance générale autour de cette histoire, de la manière dont ils arrivent à intégrer tout ça, à mélanger tout ça. Et en fait, vous attendez avec impatience de voir quels vont être les nouveaux personnages qu'ils vont vous proposer. Et est-ce que ces nouveaux personnages vont être à l'image de ce qu'ils sont ou pas du tout? Et est-ce qu'ils vont parfois être transformés, être détournés par les mélanges avec notre monde moderne? C'est drôle, c'est impertinent. Parfois, attention, ça peut être un petit peu trash. On parle de sexe, on dit des gros mots. Donc voilà, c'est clairement pas un titre pour les enfants, c'est plutôt pour les adultes. Mais franchement, moi, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça topissime. Et hop, voilà. Et on a des grands méchants, on a des histoires indépendantes. Enfin, ouais, j'ai adoré Fable. Franchement, lisez Fable. Le tome 1 a été vraiment un coup de cœur. C'était une lecture incroyable que j'ai adoré. Et ensuite, le mois suivant, je crois, on a lu le tome 2. Donc, le tome 2, forcément, il y a un petit peu moins l'effet de surprise. Mais c'est tout aussi excellent. Moi, j'ai autant aimé. Donc là, on a peut-être un petit peu plus de différence au niveau des planches. Donc vous voyez, hop, on a cette planche-ci, comme ça. Là, on a une planche qui est un petit peu plus comme ça. Et à nouveau, on a des histoires... voilà, on a des pages de garde de ce genre-là que je trouve absolument superbe. Et on a parfois voilà, des jeux comme ça autour des planches. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un peu comme un blason. Ici, bon, il y a une raison, hein, si on est un petit peu comme ça, avec un blason. Il y a des contours de planches aussi, parfois, vous voyez les couleurs qui sont marron. Enfin, il y a vraiment un énorme travail avec les couleurs, avec l'ambiance générale, avec les différents styles graphiques. Enfin, ouais, il y a quelques références aussi. Voilà, là, ça fait un peu penser à Matrix, par exemple. Ça n'a rien à voir avec Matrix, mais moi, ça m'y a fait penser quand même par moment. Voilà, donc... Un tome 2, forcément, il n'y a pas la découverte du tome 1. Donc, regardez là, par exemple, on a des contours un peu différents avec des en-têtes aussi un peu différents. Bref, un vrai travail aussi au niveau du dessin qui apporte aussi également beaucoup. Voilà, moi, j'ai adoré ces 2 tomes. Je peux que vous recommander de tenter Fable. En plus, là, ils sont à 9,90 chez Urban Nomad. Ça vaut clairement le coup pour la qualité. J'avais un peu peur hein, parce que je me disais, ça va être dense et tout. Ça se lit tellement bien. Franchement, c'est top. J'ai adoré. Donc le tome 2, forcément, il n'y a pas l'effet de surprise du tome 1, donc voilà. Mais c'était tout aussi excellent, c'est ultra addictif. Plein de thématiques sont abordées, c'est extrêmement intéressant. Voilà, bref, vous avez compris. Moi, je ne peux que vous recommander de lire Fable, c'était top. Vraiment, j'ai adoré cette lecture.
C'était vraiment, vraiment topissime. Bon, on va passer sur un titre qui a été un flop, hein, que j'ai pas particulièrement aimé. J'ai lu le one-shot « Tue-moi plutôt sous un cerisier » de Ina Sakurada. C'est publié chez Akata. Ça m'a pas beaucoup plu. On est ici dans une romance. Alors, je vous le dis, je vais pas vous mentir, hein, honnêtement, depuis que je l'ai lu, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce titre. C'est pas un titre qui m'a marqué. Ici, donc, on va faire la rencontre d'une jeune femme. Donc, on va suivre dans une lycéenne, pardon, pas du tout une jeune femme. Donc, on va suivre une lycéenne qui va recevoir un SMS, je ne sais plus si c'est de nuit ou le matin, de sa meilleure amie. Et ce SMS, il dit tout simplement « fuis ». Et quand elle va arriver au lycée, elle va apprendre que sa meilleure amie s'est suicidée pendant la nuit ou la veille au soir, bref. Et donc, on va un peu avoir un espèce de thriller, une petite enquête un peu pour savoir ce qui s'est passé, comment elle en est arrivée là. Et puis voilà. Bon, clairement, je sors de ma zone de confort parce que... alors, je suis pas une grande lectrice de shoujo, voilà, c'est pour ceux qui me suivent, vous savez que moi je suis plutôt seinen et shonen, ou titre classique on va dire. Je suis pas particulièrement fan de shoujo, déjà parce qu'au niveau du style graphique, c'est pas toujours ma came. Alors hop, je vais essayer de vous montrer un dessin qui ne spoile pas. Voilà, donc ça c'est quand elle reçoit le SMS et... J'essaie de vous montrer une planche. On est sur du style qui est voilà, souvent assez épuré, pas forcément très tramé. C'est pas laid du tout, hein, c'est juste que moi, c'est pas toujours un dessin qui me parle. Donc, je sors de ma zone de confort parce que le style shoujo, c'est pas forcément un style qui me parle. Au niveau de la thématique, ça pourrait être intéressant, mais je trouve que ça va un peu trop vite finalement. Parce que voilà, le titre, il est ultra court. Il fait... je sais pas, j'ai même pas les pages, je crois. Bref, il n'est pas très très long. Si ça fait 200 pages, c'est le bout du monde. On a 4 morceaux dans cette histoire qui finalement, je trouve, ne permettent pas de creuser les sujets qui vont être abordés. On a quand même des sujets qui sont extrêmement importants et finalement, je trouve que ça va un peu trop vite. Enfin voilà, pour parler de suicide, de harcèlement, etc. Je trouve que c'est un peu rapide. Un peu facile aussi par rapport à ce qui est proposé. Je trouve que le découpage aussi, il est un petit peu brouillon. Parfois, j'avais un peu de mal à me retrouver dans tout ça. Et puis, voilà, globalement, c'est malgré les sujets évoqués, c'est un titre qui ne m'a pas touchée. Donc, voilà, si vous voulez le découvrir, si les thématiques évoquées peuvent vous intéresser, eh bien écoutez, pourquoi pas. Mais franchement, c'est pas un titre que je vais garder parce que, vous voyez, au moment où je vous en parle, j'en ai déjà oublié la moitié. Et puis, j'ai pas envie de le relire. Clairement pas, ça m'a pas suffisamment touché pour que j'ai envie ni de le garder, ni de le relire. Donc, moi, ce titre-ci, je vais passer mon tour. Et on va terminer par un titre que j'ai beaucoup aimé. Ça sera une bande dessinée puisque je me suis lu le tome 2 de la duologie Jamais. Donc, c'est de... alors, Duhamel, mais il doit bien avoir un prénom. Non, bah non, il y a juste écrit... Duhamel, donc c'est publié chez Bambou Collection Grand Angle et comme c'est une BD et que c'est assez court, je me suis relu le tome 1 que j'avais lu il y a 2-3 ans et que j'avais adoré. C'est une BD que je recommande à tout le monde, que j'avais beaucoup aimé. Dans le tome 1, on fait la rencontre de Madeleine. Madeleine, elle habite en Normandie et vous allez très très vite comprendre, elle habite la maison qui est ici. C'est la maison avec laquelle elle a vieilli avec son mari. C'est une maison qu'elle aime plus que tout puisque son mari est décédé. Et avec l'érosion naturelle de la falaise où sa maison est positionnée, eh bien, elle est en danger. Mais, comme le titre l'indique, Madeleine, elle ne veut pas partir et elle a décidé qu'elle ne partirait jamais de cette maison malgré les dangers qui existent. Donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça. C'est une bande dessinée de Thomas, je l'avais beaucoup aimée, vraiment, vraiment, je l'avais adorée. Et j'étais ravie de voir que l'auteur a sorti cette année ou l'année dernière je crois, une suite qui s'appelle donc Le Jour J, c'est le tome 2. Et ici, cette fois-ci, c'est de pire en pire. Voilà, la maison de Madeleine, elle est vraiment... là, elle risque vraiment de tomber. Et elle ne fait que... La falaise ne fait vraiment que... voilà, que se rapprocher. Vous voyez, on est vraiment là, au bord du gouffre, vraiment. Donc là, Madeleine, il faut absolument qu'elle décide quelque chose. Mais elle ne veut toujours pas partir. Elle sait que c'est dangereux, mais elle ne veut pas partir. Elle ne veut pas partir. Et voilà. Je dirais rien de plus, on est toujours avec ce personnage de Madeleine qui est haut en couleur, qui est hyper attachant.
C'est un tome qui, forcément à nouveau, comme pour un peu pour Fable, ce tome-ci, il est un tout petit peu en dessous du tome 1, parce qu'il n'y a pas le plaisir de la découverte et la rencontre avec Madeleine, ce personnage complètement atypique. On est aussi, je trouve, un tout petit peu moins dans l'émotion. On passe beaucoup plus de temps finalement avec des personnages secondaires qu'on avait entreaperçus dans le tome 1, mais dans le tome 1 on était vraiment focus avec Madeleine. Ici on a un petit peu plus de personnages secondaires, on a également des touches d'humour que j'ai trouvé très justes et qui m'ont vraiment beaucoup fait rire. Madeleine, personnage en couleur, elle n'a pas changé par rapport au tome 1, elle est toujours aussi attachante, elle est toujours aussi piquante, on va dire, et aussi têtue. L'histoire, par contre, si le tome 1, on est vraiment autour de Madeleine et sa maison. Ici, on est toujours vraiment autour de ce sujet-là, mais il y a un autre sujet qui va venir pointer le bout de son nez, qui est lié à Madeleine, hein, clairement, et qui, voilà, qui tourne un peu autour de ça, mais forcément, c'est un petit peu différent du tome 1. Une vraie réussite, à nouveau. Je peux que vous recommander de découvrir le tome 1 et le tome 2, parce que clairement, ça vaut vraiment, c'est le maire, hein. Le maire il en peut plus, vous voyez, il est au bout de sa vie, le maire. J'adore. Le maire il craque, voilà, donc il y a de la représentation aussi, vous voyez là on a un personnage en fauteuil. Voilà, c'est une BD, vraiment j'ai lu le tome 1, j'ai relu le tome 1 avec beaucoup de plaisir, j'ai découvert ce tome 2 également avec un plaisir incroyable, et franchement si l'auteur décide de faire un tome 3, je relirai ces 2 tomes et je serai au rendez-vous parce que c'est une BD vraiment que j'aime d'amour, et je peux que vous recommander d'aller découvrir et de rencontrer Madeleine. Elle vaut vraiment le coup, et je ne l'ai pas beaucoup vu tourner sur les réseaux et c'est bien dommage parce que c'est une bande dessinée absolument formidable. Voilà, je suis très contente de finir avec cette bande dessinée. Ça m'a donné l'occasion de vous reparler également un petit peu du tome 1. J'en suis absolument ravie. Est-ce que vous avez lu des graphiques depuis mon dernier update graphique? Si oui, n'hésitez pas également à m'en recommander en barre d'informations. Vous savez que je lis toujours beaucoup de graphiques. Et pour le moment, j'arrive à tenir mon objectif qui est de lire un graphique par semaine. Donc, je suis hyper contente franchement de ça. Je tiens le rythme et d'alterner les BD, les mangas, les comics, ça aussi, je suis hyper contente. Je sais que les updates graphiques, c'est pas les vidéos qui sont les plus regardées, mais c'est pas grave. Moi, j'aime vous parler de graphiques, j'essaie de vous convaincre de lire des graphiques. N'hésitez pas à aller en bibliothèque, bien évidemment, voilà, parce que je sais aussi que les graphiques, ça reste un budget. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un emoji si jamais vous n'avez pas d'inspiration, à simplement liker la vidéo, la partager. Ça aide également à connaître la chaîne et à son référencement, à me suivre sur Instagram et sur Livre Addict. Je vous remercie bien évidemment d'être toujours présent et de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très agréable journée. Ciao!